Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sérial habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. C'est peut-être la première fois que vous nous écoutez, donc un petit rappel du concept de PPP s'impose. Nous sommes trois pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode, que l'on passe en revue scène par scène et à la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif, il est tout simple, établir un classement général qui détermine les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. À mes côtés, une voix que vous connaissez bien désormais, elle a déjà participé à PPP, entre autres dans l'épisode consacré à Emily in Paris, il s'agit de Colline. Salut Colline. Hello Junior. Tu vas bien ? Ouais, super, et toi ? Ça va nickel, je sais qu'aujourd'hui tu es bien plus heureuse de faire l'émission qu'il y a 2 mois. Oui, vous allez découvrir une autre facette de moi qui ne râle pas à chaque séquence. Bon, rassurez-vous, j'ai pris cher. Et aujourd'hui, notre invitée est une blogueuse qui officie sur un site éponyme. Elle y parle de cinéma, de lecture et bien plus encore. Je suis très heureux d'accueillir dans PPP Claire. Salut Claire, comment tu vas ? Salut Junior, ça va bien. On peut donc te retrouver sur ton blog Les Chroniques de Claire. On stresse pas, hein ? Ça va bien se passer. En ce 10 mars 2022, jour de sortie de cette émission, nous sommes pile 25 ans après la diffusion du pilote de Buffy contre les vampires, c'était sur la WB. Le 10 mars 1997, les téléspectateurs américains découvraient Buffy the Vampire Slayer en VO, une création de Joss Whedon qui s'est achevée en mai 2003. L'intégrale de cette série est actuellement disponible sur la plateforme Disney+. Pour entendre un peu à quoi ça ressemble, je vous propose un extrait et on en parle juste après. Qu'est-ce que c'était ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu quelque chose. Alors, y a rien. Mais j'ai entendu un bruit. C'est peut-être un monstre. Arrête de faire l'idiot. Ohé ! Y a personne ? Tu es sûr ? Oui, tout à fait sûr. Je te crois. Alors Claire, pour celles et ceux qui n'ont jamais maté cette série, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Buffy contre les vampires, s'il te plaît ? Alors, je vais essayer. Donc, Buffy contre les vampires, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui emménage à Sunnydale avec sa mère. Sauf que Buffy, on l'apprend très rapidement, c'est pas une jeune fille comme les autres. Elle est l'élue et elle doit affronter vampires et autres démons qui pullulent à Sunnydale. Et on va s'apercevoir qu'à Sunnydale, ils sont très nombreux. Et elle sera aidée de Giles, son observateur, et de ses amis Willow et Alex. Bah tu vois que t'as réussi le pitch. Très bon résumé. Mais oui, ah ça vendu comme ça, le WB, tu m'étonnes qu'ils ont signé directement là. On aligne le pognon mais direct. En plus il y a de la meuf sexy qui se bat, c'est génial. Donc franchement ça c'est quand même moins démoniaque que le pilote que j'ai dû me taper hier, à savoir Undo Stress. Vous entendez le résultat dans quelques mois. Autre sujet. C'était dur, c'était très dur. J'ai regardé toute cette série, donc à l'époque. Hein. Mon Dieu, regarde ça en 2022, c'est dur. Bon, parenthèse refermée, pour info, Buffy, c'est 7 saisons et 144 épisodes. Au casting, Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Alison Hannigan, Anthony Stewart Head et celle qui me perturbait terriblement à chaque apparition, Charisma Carpenter. Ah, évidemment que ton crush c'est Charisma. Mais comme beaucoup d'autres, Junior. Ah, j'avais chaud. En même temps, elle est Pardon. vraiment très belle. C'est vrai. Et oui, et avant d'entrer de plein pied dans le pilote, et avant d'évoquer le rapport que vous entretenez avec la série Buffy, on va évacuer tout de suite quelque chose, l'affaire Whedon. On ne va pas se mentir, on s'est posé la question d'en parler ou non de cette affaire, et on a choisi d'en parler parce que quand on avait fait un épisode de Noël presque parfait sur la série Friends, on avait évoqué les aspects négatifs présents dans la sitcom avec notre regard des années 2020. On va faire la même chose concernant le cas de Joss Whedon. Alors on se marrait en parlant d'elle au début de ce PPP, mais pour la comédienne c'était beaucoup moins drôle à l'époque,
Le 10 février 2021 tombe comme un coup de massue des révélations faites par Charisma Carpenter, alias Cordelia, dans Buffy et dans le spin-off Angel, via un post sur Instagram où l'on apprend ainsi que le créateur-producteur de la série Joss Whedon était loin d'être un saint durant les tournages. La comédienne a pris son courage à deux mains pour évoquer publiquement le comportement toxique de Joss Whedon qui se traduisait ainsi. Diverses menaces quant au fait de virer la comédienne en mode passive-agressive. Whedon ne se gênait pas de traiter Charisma Carpenter de, je cite, grosse quand elle en était à 4 mois de grossesse. Il dénigrait ouvertement les autres sur un plateau, choisissait ses chouchous et avait pour habitude de dresser les gens les uns contre les autres pour qu'ils obtiennent son approbation. On est clairement dans l'application de la fameuse expression « diviser pour mieux régner ». Ce n'est pas la première fois qu'on évoque le comportement de Whedon. Le comédien Ray Fisher, Cyborg, dans Justice League, qui soutient Carpenter d'ailleurs, avait déjà auparavant déclaré que sur le tournage de Justice League, Whedon avait une attitude peu professionnelle, attitude confirmée par Gal Gadot lors du tournage du même film où le réalisateur-producteur a dit qu'il allait ruiner la carrière de l'actrice à base de tais-toi et lis tes répliques quand la Wonder Woman avait le malheur de dire qu'elle n'était pas d'accord avec la façon dont était dépeint son personnage. Juste, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à justement ce comportement toxique qui malheureusement ternit une série dont la volonté était quand même d'être un message de prise de pouvoir des femmes, quoi. Oui, et qui se veut très féministe, comme Joss Whedon se veut très féministe. Dans sa carrière, il s'en est toujours beaucoup vanté. Et de toute évidence, c'est une énième raclure, hein, voilà. Après, si on devait ne plus consommer toutes les œuvres créées par des raclures, on n'aurait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est comme tu l'as dit, c'est effectivement très important de le rappeler parce qu'il faut une mise en contexte, il faut une prise de recul. Après, effectivement, comme on se l'est dit, il n'est pas tout seul sur ce projet. Il y aura par exemple la patte de Martin Oxon qui viendra en tant que scénariste puis productrice à partir de la saison 2 et qui sera très importante à mon sens dans la représentation des personnages féminins. Donc voilà, c'est cool d'évacuer ça maintenant, parce que ça aurait été bizarre de ne pas en parler, parce qu'effectivement depuis un an on ne parle que de ça, et c'est une bonne chose qu'on en parle. Oui, je suis totalement d'accord. Et surtout, vous pouvez la regarder et continuer de la visionner sans pour autant placer sur un piédestal son créateur, dont le comportement était évidemment toxique, nocif. Regardez-la, mais juste gardez cette distance en vous disant que le mec qui était derrière... en plus, n'a pas été capable de produire des excuses dans la dernière interview. C'est lunaire ce qu'il dit sur Gal Gadot. Il dit tout simplement qu'elle n'a pas compris, c'était parce que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Non, mais clairement, on est sur quelqu'un qui n'est pas une belle personne. Mais comme tu dis, effectivement, l'ajout, le tribut de Buffy à notre société, au monde de la télévision, aux petites filles qui regardaient ça avant, et aussi à prendre en compte. Donc c'est aussi, voilà, effectivement, il y a plein de choses à prendre de cette série, tout en gardant en tête que voilà, le créateur, ça a été créé dans l'esprit de quelqu'un qui n'est pas très sympa. Exactement. Et merci de parler de Martin Oxon. Vraiment, je vous invite à aller voir c'était génial, la masterclass qu'elle avait donnée au Festival international de séries Sérimania. Moi qui suis dans le nord de la France, j'ai la chance d'y être allé et c'était brillant. C'était brillant comment elle expliquait le pourquoi elle avait envie de travailler sur cette série et tout ce qu'elle a pu amener avec ses équipes. C'était passionnant à écouter. Voilà, donc on va reprendre le fil classique de l'émission. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut se lâcher sur le pilote. Et j'ai une question toute simple à vous poser. Claire, quel est ton rapport avec la série Buffy ? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Buffy, contre les vampires ? Buffy, c'est une série que j'ai découverte lors de sa première diffusion sur M6. Je crois que c'était en 98, si je dis pas de bêtises. Et j'avais 10-11 ans. Et je le regardais avec ma grande sœur. Et en fait, moi, j'ai tout de suite adoré la série. Je ne saurais pas l'expliquer, surtout que j'avais 10-11 ans, il y avait des vampires, des démons. J'ai tout de suite adhéré et je loupais aucun épisode. Ma soeur s'est arrêtée, je crois, saison 5 ou 4 même. Mais moi, j'ai toujours suivi la série et je l'ai regardée, je la regarde et je la regarde et je la regarde encore et toujours. Et il n'y en a aucune qui a pris sa place dans mon cœur, ça reste la numéro 1. Eh ben, ça a le mérite d'être clair. Bon, je suppose que Colline, c'est dans la même veine. Eh ben non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout regardé Buffy quand j'étais plus jeune, donc j'ai pas ce côté nostalgique qu'a Claire. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas le droit à la télé, à part quand c'était C'est pas sorcier, donc j'avais très peu d'amis et très peu de culture télé. Du coup, j'ai un peu commencé à essayer de rattraper ce retard plutôt récemment. Et Buffy, je l'ai commencé presque ironiquement en me disant, bon, on va voir
pourquoi ça a été tant un monument de pop culture, mais ça a l'air un peu moche et les monstres ont l'air un peu nuls, enfin ça a l'air un peu cheap quoi. Et en fait, depuis, ça a complètement changé ma personnalité. C'est devenu ma série préférée, j'en parle à tous mes potes. Je cherche désespérément un manteau en cuir pour ressembler à Spike. Enfin, vraiment, rien ne va. Ça va être terrible. Donc aujourd'hui, mon but, c'est vraiment que les auditeurs et auditrices, comme j'étais moi, j'étais perdue. Je suis là pour vous apporter la lumière. Rentrez dans la lumière, regardez Buffy, ça a super bien vieilli, c'est pas du tout ringard, et c'est trop bien. On dirait la patronne d'une secte quand tu parles comme ça. J'assume. Et t'as définitivement 20 ans de retard pour le manteau en cuir. C'était déjà Neo dans Matrix aussi. Ça marche aussi. Buffy contre les vampires, comme Claire, je suis de cette génération-là, trilogie du samedi, j'ai regardé Buffy à l'époque sur M6, mais je l'ai regardé à cette époque-là. Donc j'étais ado puis jeune adulte, surexcité de ce qu'il voyait, dans tous les sens du terme, parce que évidemment les acteurs et les actrices sont tous beaux et belles gosses, et aussi parce que... Sauf Xander. Ça c'est totalement gratuit. Désolé. Moi je le trouve. On en discutera, Claire. Oh là là, ça bitch déjà là, ça y est. Non mais voilà, c'était fun. C'était fun de voir une nana dégommer des méchants comme ça, c'était fun. Moi ça peut paraître idiot, mais je vous le dis sincèrement, ce que j'aimais beaucoup c'était l'amitié, les liens forts qu'il y avait entre eux, entre Buffy et Willow notamment. Moi c'est ça qui m'avait marqué, c'est ça qui me faisait tenir, que j'aimais profondément. Le côté papa poule de Giles, je n'ai vraiment que les souvenirs de l'époque. Je n'ai pas pris le temps depuis de la visionner, de la revisionner, de comprendre et de voir tout le sous-texte féministe qu'il y a. Alors par contre, j'ai pas regardé depuis le début. J'ai regardé, je sais plus, mais j'ai commencé, il y avait déjà Oz en fait. J'ai regardé jusqu'au bout. Donc saison 2, je pense. Ouais, saison 2. Voilà. Jusqu'à la recherche de la nouvelle élue en fait. Je suis allé vraiment jusqu'au bout. Voilà, pour vous donner une petite idée, mais il y a quelque chose de générationnel. Le pilote de Buffy a pour nom Bienvenue à Sunnydale et il est en 2 parties, donc 2 épisodes de 45 minutes en moyenne. Le pilote s'ouvre sur l'entrée de Sunnydale High School, en Californie, donc il fait nuit et on traverse des longs couloirs vides du lycée avec une musique inquiétante au piano, façon film d'horreur. On arrive dans une salle de classe et là on tombe sur les voyous du dimanche qui entrent par effraction. Je m'explique, on a un couple, un mec qui est un ancien du lycée et qui entre illégalement dans les locaux, tranquille. Le mec emmène sa chérie, veut l'emmener sur le toit pour qu'ils admirent ensemble la vue sur la ville de Sunnydale. Pour la pécho surtout. Exactement, j'y arrive. Mais ça, t'adores les moments où on pécho. Passion. En chemin, la jolie blonde dit « Ah non, je vais pas monter, c'est mort ». Le mec prend ça pour de l'impatience de s'envoyer en l'air et met en peu de temps celui qui est raide dans son pantalon va finir raide, mort, puisque sa copine ne va pas se gêner pour le mordre par surprise et en le mordant, elle révèle son visage démoniaque. Voilà, c'est un visage qui est super connu d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est ? C'est Julie Benz. Elle a joué dans Dexter, entre autres. Beaucoup de grandes séries, aussi Desperate Housewives. Ouais. Et c'était Rita, en effet, elle est surtout connue pour ce rôle-là, de la femme de Dexter. Et bien sûr, Darla dans Buffy et Angel. J'adore cette scène parce que je trouve que déjà, dès les premières minutes, on a tout ce qui fait Buffy, quoi. T'as le côté, tu penses que c'est une demoiselle en détresse, et puis bim bam boum, en fait, non, c'est un vampire, et c'est elle qui prend le contrôle, c'est elle qui va attaquer et qui va se défendre. Enfin, là, en l'occurrence, attaquer et tuer une pauvre personne innocente, mais qui était quand même bien relou, qu'on se le dise. Et voilà, la nana blonde sur qui on n'aurait pas parié se retrouve en fait hyper puissante. Donc il y a déjà tout dans cette scène d'intro. Ils ont joué de nous en nous faisant croire que c'était la nana qui était en danger, et surtout qu'elle fait bien, elle fait genre elle a peur, qu'elle est pas rassurée jusqu'à ce que ce soit elle qui dévoile son vrai visage, et pour une fois le prédateur c'est pas l'homme mais c'est la femme. Ça donne le ton pour le reste en fait. Je suis une petite chose fragile, j'ai peur, quelqu'un peut surgir. Son mec lui dit t'as peur de quoi ? T'as peur qu'il y ait un monstre ou quoi ? Et la surprise, c'est moi le monstre connard. C'est ça. J'adore ce passage là, voilà. Tout est dit en effet dans ce pré-générique, ça dure 2 minutes 30, tout pile, et dans la foulée, c'est le générique culte de Buffy contre les vampires qui se lance.
j'ai oublié de vous dire, pour l'intro, je l'avais baptisé « Quand la nuit sera tombée, viens, on va se tripoter dans un lycée ». Voilà. Mais c'est un alexandrin, non? À Sainte-Marguerite, voilà. Non. Chapitre suivant, la nuit agitée de Buffy. Et donc là, on voit une jeune fille qui est en train de dormir et de faire des cauchemars. On ne sait pas encore qui c'est. Et dans ces cauchemars, on voit des démons. Il y a un livre avec écrit le mot vampire, ça ressemble à un vieux grimoire. Il y a avec des lithographies de démons. Il y a une croix en argent. On voit un cimetière. Et puis là, d'un coup, elle se réveille et sa mère, ça la ramène à la réalité, qui est en train de lui dire réveille-toi, il faut pas que tu sois en retard pour ton premier jour de lycée. Donc elle est dans sa chambre. On voit donc qu'il y a des cartons, qu'elle n'est pas encore bien installée a priori. Moi j'ai noté la musique était un peu entriante pour je sais pas, se mettre de bonne humeur ou pour aller à l'école. On la sent pas très motivée, hein, quand même. On voit dans son regard, quand sa mère lui dit faut pas que tu sois en retard pour ton premier jour, elle a pas l'air du tout emballée à l'idée d'aller au lycée et de faire une rentrée. Alors là, mesdames, j'ai besoin de vos lumières parce que j'ai commencé Buffy moi bien après à l'époque et j'ai pas compris en fait. Ce sont des rêves prémonitoires là à ce moment-là. Tout à fait. Ouais, mais on sait pas trop. Jamais hein. trop, mais c'est vrai que le levier du rêve prémonitoire sera quand même pas mal réutilisé dans Buffy. On comprend que, en gros, elle, en tant que chasseuse de vampires, elle est un petit peu branchée à tout ce qui est énergie, truc. Et dès qu'il y a une grosse force méchante qui arrive, souvent il y a des rêves prémonitoires, il y a des visions, il y a des trucs comme ça. Mais à ce moment-là, on sait que c'est trop. des cauchemars, mais du coup, voilà, ça on connaît pas la teneur du rêve jusqu'à un peu plus tard, on comprend que c'est probablement prémonitoire, tout ce qu'on a vu au début de l'épisode, mais c'est pour après. Très bien. On prend la direction du nouveau lycée de Buffy. Oui, bienvenue à Sunnydale High. Alors c'est beau, il fait chaud, il y a plein de jeunes adolescents en skate, et il y a Buffy qui se fait amener par sa mère. On comprend qu'elle s'est fait virer de son précédent lycée, pour l'instant on ne sait pas trop pourquoi. Et d'ailleurs c'est assez bizarre parce que elle fait toute blonde, toute mignonne, toute enfant sage. Elle est arrivée avec son petit brushing, sa petite jupe. On a du mal à comprendre pourquoi elle se serait fait virer de son précédent lycée, mais ok, on en apprendra plus tard. On va rencontrer donc Alex et Willow, Alex ou Xander selon si vous regardez en VF ou en VO. Tout de suite les rôles sont posés, hein. Alex se prend une barrière parce qu'il a maté une meuf et Willow est la bonne élève à qui on demande de l'aide en maths. Donc tout de suite voilà, il y a la nerd et il y a le mec en chien. Tout de suite je déteste Alex, il me hérisse le poil, vraiment c'est terrible. Je trouve qu'il est antipathique au possible, mais d'accord. Ryan Reynolds a failli jouer Xander. Voilà, fun fact. Et Willow n'était pas joué à la base, ils avaient tourné un autre pilote avec une autre actrice. Et avec qui ça ne marchait pas trop et ils l'ont recasté. C'est vrai que Alyson Hannigan est vraiment trop top, quoi. Elle est trop mignonne. Ah, elle est toute mignonne. Faut la croquer. Elle est parfaite dans le personnage. Et du coup, voilà, on rencontre ces deux personnages qui auront évidemment leur importance parce qu'ils sont dans tous les autres épisodes. Ça sera un peu le crew de Buffy. Et Buffy, d'ailleurs, se rend vite compte que la nouvelle de son arrivée a fait son chemin et que tout le monde est hyper excité qu'il y ait un peu de la chair fraîche qui arrive dans ce lycée. Donc c'est dire à quel point c'est la zone à Sunnydale. Il y a une nouvelle et c'est vraiment genre la news, ce qui va être pour elle un petit peu étouffant. D'ailleurs, il se cassait la gueule, Alex, en la matant elle, Buffy. Ah oui, c'est vrai, il la mate elle. Ah bah plaisir. Ça, ce sera vraiment un arc dont on aurait pu se passer. Il va essayer de la choper pendant bien longtemps. Bah, c'est un adolescent de 16 ans avec les hormones en folie. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je n'étais pas du tout en rut à cette période-là, pas du tout. Mais moi je l'aime bien, Alex, hein, même si... Moi je l'aime bien. Pour l'instant, le revisionnage, ça passe. Moi, je l'ai toujours trouvé pas toujours utile, en fait. Il me rappelle un peu... Désolé pour la référence si ça vous parle pas, mais dans Dragon Ball Z, le personnage principal c'est Sangoku, et pour moi c'est le Krillin de Sangoku, quoi. C'est l'ami fidèle mais qui sert pas à grand chose. Je n'aurais pas cette ref, mais je suis sûre que tu as raison. Voilà. Alex c'est un peu le ressort comique du groupe, et après d'ailleurs ça en fera un sujet de le personnage, cet aspect-là justement est traité plus tard dans la série. Et ça sera bien traité d'ailleurs, mais c'est vrai que pour l'instant ce côté lubrique en fait me dérange un peu. On fait la rencontre de Jessie, incarnée par Eric Balfour, qu'on a déjà croisé dans PPP. Et oui, on l'avait vu dans un autre pilote, celui de Six Feet Under, où il jouait le rôle du crush et futur mec de Claire. Ici, il incarne Jessie, et c'est pas grâce à lui qu'on aura plus d'infos sur Buffy. Du coup, pour en apprendre plus, ça se passe dans le bureau du proviseur du lycée.
Le proviseur déchire le dossier scolaire de Buffy devant elle, afin de détendre l'atmosphère du rendez-vous. Allez, on prend un nouveau départ. Avec ton arrivée à Sunnydale, le passé c'est le passé. Il bloque sur un petit morceau déchiré en se disant « Ah merde, c'est le motif de l'exclusion définitive de son lycée. Putain, elle est forte la petite Buffy quand même, elle a foutu le feu au gymnase. » D'ailleurs, Buffy essaie de justifier, c'est parce qu'il était rempli de vampires et elle a failli cracher le morceau, mais en VO, elle dit que c'était de l'amiante, et en VF, elle dit que c'était des bestioles. Ok. Le proviseur prévient que, attention, Buffy doit faire profil bas, sinon c'est la porte. Oui, en même temps, c'est vrai qu'elle a foutu le feu littéralement à son ancien lycée, mais bon, si c'est pour pas aller en EPS, j'aurais pu le faire. Et ouais, on comprend, du coup, c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'elle est déjà chasseuse de vampires, en fait. C'est aussi intéressant comme manière de narrer le personnage. Au début, quand j'ai lancé la série pour la première fois, je pensais que ça allait être un peu comme les super-héros, elle a découvert des pouvoirs, tout ça. Là, on comprend qu'en fait, non, elle arrive à Sunnydale, elle est déjà la chasseuse de vampires, et elle connaît déjà ses pouvoirs et comment ça marche. Et c'est super intéressant d'ailleurs ce contre-pied, en effet, on va revenir sur ces éléments-là. Le chapitre suivant, je l'ai baptisé Xander drague aussi bien que Junior. Donc là, Buffy, elle est sortie du bureau du proviseur et elle se fait bousculer par... elle bouscule ou elle rentre dans d'autres étudiants et elle renverse son sac et on voit Alex qui court vers elle pour l'aider à ramasser ses affaires. Et alors moi j'ai pas en VO, je sais pas si c'est la même chose qu'en VF, mais il fait un lapsus, il dit je peux vous aimer. Alors déjà moi je comprends pas pourquoi, alors je pense que ça c'est vraiment typiquement VF, le vouvoiement. D'où on vous voit Terrible. Quelqu'un de son âge au même lycée. Mais bon, du coup, il est déjà un petit peu lourd. On a bien compris que Buffy lui a tapé dans l'œil et qu'il aimerait bien qu'il y ait il quelque aimerait chose. bien moyenner. Hein, ouais, puis le lapsus en anglais est beaucoup plus trash. Il dit « Can I take you ?» au lieu de « Can I help you ?» Et donc déjà, super, enfin bref, je vais pas me lancer là-dedans, mais Burke. C'est encore pire en VO, quoi. D'accord. Moi, j'ai toujours vu qu'en VF, du coup, je savais pas que... Je peux vous aimer, encore mignon. Bon, ça passe. Oui, c'est sûr, oui, que je peux te prendre tout de suite direct en entrant en matière. Non, mais je rentre chez le proviseur et je porte plainte. Surtout que là, il se présente vraiment. Oui. Elle lui dit qu'elle s'appelle Buffy, lui qui s'appelle Alex, et tout ça. Et il bafouille, il sait pas trop... Il est subjugué parce que Buffy, elle est toute mimi, elle est toute jolie, elle est en mini-jupe, botte, avec un petit débardeur, elle est un petit peu maquillée. On voit qu'elle est coquette, elle a les ongles faits, tout ça. Et du coup, il l'aide à ramasser ses affaires, Buffy s'en va. Et là, on voit Alex qui ramasse par terre un pieu, et il lui met en l'air, et il lui dit qu'elle a oublié son crayon. Enfin, en français, en tout cas, il appelle ça un crayon. Elle oublie un pieu. Non, mais imaginez quelqu'un oublie un pieu. Le truc est taillé et tout. Non, mais quelle folie. En français, c'est « Hey, t'as oublié ton crayon !» En VO, c'est « Hey, you forgot your stick !» Ton bâton. Je peux vous aimer ? Je veux dire, vous aider. C'est gentil. On se connaît pas, je crois. Je m'appelle Buffy, je suis nouvelle. Alexandre. C'est moi. Salut. Oh, je vois. Peut-être qu'on se reverra. Peut-être même au lycée, étant donné qu'on y va. Tous les deux. Bien. Ravie de t'avoir rencontré. On va tous les deux au lycée. Foudroyante réplique. Je me suis ridiculisé. Oh, hé! Hé! T'as oublié ton... crayon! Et cette scène traduit clairement la maladresse de Xander avec les filles, bon ça on avait déjà compris, et ça laisse surtout un premier indice au jeune homme qui se demande bien ce que Buffy peut faire avec ce crayon. Bon, c'est pas tout ça, on est au lycée, donc faut quand même aller au cours, hein, et on va rejoindre un cours d'histoire. Oui, alors là, ça va être l'introduction d'un nouveau personnage, la personne de Cordelia Chase, qui est la meuf popu, hein, en gros, c'est la queen bee du lycée. Elle est belle, elle est bien habillée, et puis tout de suite, elle est toute gentille avec Buffy, parce que Buffy correspond à tous ses standards. Buffy, on comprend qu'elle vient de Los Angeles, elle parle avec un petit parler de Valley Girl, elle est cool, quoi, avec ses cheveux blonds et sa permanente, et elles ont l'air d'être un peu dans le même
quand finalement. Donc elle lui fait tout un petit quiz sur les choses qui sont en vogue ou de mauvais goût. Buffy passe haut la main, elles ont l'air d'avoir plein de choses en commun. Et d'un coup, quand elles arrivent à la fontaine, le comportement de Cordelia change complètement face à Willow qui est là pour boire. Et elle devient exécrable, genre trop méchante avec la pauvre petite Willow qui s'excuse trop d'exister tout le temps, c'est trop triste. Et on voit que Buffy n'est pas à l'aise avec ça. Donc ça rappelle un peu l'introduction de Draco Malfoy et Harry Potter, un peu genre ah ouais Potter, tu veux traîner avec moi, viens. Et en fait non, elle va choisir la meuf pas très cool, Willow, et rousse. Le parallèle s'arrête pas jusqu'à la couleur des cheveux. Et va pas supporter que Cordelia traite mal Willow. Ouais, moi j'aime bien qu'elle traîne avec justement ceux qui sont les losers, Les quoi, ce losers. que Cordelia appelle les losers du lycée. Et je trouve ça cool de mettre à distance cette pain-bêche suffisante, hautaine, qui se prend pas pour de la merde, donc, et de dire, moi j'ai envie d'être dans le camp des losers et on sera pas si losers ensemble en fait. Complètement. Ça, je trouve ça extrêmement touchant en fait, la façon dont c'est mis en scène. Ouais, puis c'est pas amené avec de trop gros sabots. Buffy, elle le fait pas. Enfin, C'est juste un regard. ouais, c'est ça. C'est exactement juste un regard. Et puis même Buffy, elle cherchera jamais. Enfin, on voit qu'elle le fait juste par affinité et pas pour les louanges. Et puis bon, après, il faut quand même noter que Cordelia, elle est vraiment affreuse la plupart du temps, mais elle aura vachement de place et ça deviendra un personnage super cool. Mais oui, elle va devenir adorable. C'est ça qui a fait que j'ai craqué. Ouais, mais sa première apparition à Cordelia, moi tout de suite, je Oui, l'aimais c'est pas. vrai qu'au début, ça met un peu de temps. Elle fait vraiment la peste populaire du lycée, et même Buffy, si elle est gentille avec, on voit que Buffy, même avant la scène avec Willow, on voit que Buffy, ça a pas l'air de trop l'intéresser, quoi. Chapitre suivant, rencontre avec Giles. Buffy entre pour la première fois dans la bibliothèque du lycée et il n'y a pas un chat. Et ça, durant tout l'épisode d'ailleurs, c'est fascinant, il n'y a jamais personne. Mais bon, bref, Giles tape sur l'épaule de Buffy, qui a pris peur en mode je pensais être toute seule en fait, et il lui dit je sais ce que vous voulez, et il lui pose directement sous le nez un énorme bouquin façon grimoire. J'ai cru que je m'étais trompé de série et que c'était Charm, mais en fait non. Il est marqué en grosses lettres Vampire, vampire. Sauf que Buffy se barre de la bibliothèque dans la foulée, ce que Giles trouve assez étrange. En même temps, elle n'était pas venue chercher ça. Elle était venue chercher un petit bouquin au calme pour faire ses études et il lui pose effectivement un énorme grimoire. C'est un peu menaçant. Et puis surtout, elle comprend qu'il est au courant qu'elle est chasseuse de vampires, ou en tout cas qu'il est au courant que les vampires existent de base. Donc c'est déjà embêtant pour elle, parce qu'elle a l'air de vouloir laisser ça de côté pour l'instant. Et moi, j'ai eu un énorme crush sur Giles. Je sais pas si je suis seule. Waouh, la révélation! Vraiment, mais j'ai envoyé un message à toutes les amies qui l'avaient vu en disant mais est-ce qu'on est censé trouver le bibliothécaire sexy? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le message qu'on veut nous faire passer et en même temps il se passe quelque chose. Et après c'est passé parce qu'il porte de plus en plus de gilets en laine à mesure que la série avance et c'est plus possible. Il s'encroute. Il s'encroute un peu. Mais Giles est quand même dans mon cœur. Et non, c'est la première apparition de la librairie qui sera un peu leur QG pendant de nombreuses saisons. Ça fait quelque chose. Et oui, Anthony Stewart Head, que tu peux retrouver dans une série plus récente. Récemment, il a joué dans Ted Lasso. Et si tu souhaites avoir le bonheur de le Très retrouver. bien, noté. Et en plus, pour la petite histoire, il s'appelle Rupert Giles. Et dans Ted Lasso, il s'appelle aussi Rupert. Donc c'est clairement un clin d'œil. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, Claire, cette première incursion dans The Library? Que Buffy pensait, je pense, pouvoir prendre un nouveau départ à Sunnydale et laisser derrière elle ce qui s'était passé à Los Angeles, et elle comprend que en fait non, des vampires il y en a partout et elle sera poursuivie, mais elle s'attendait surtout pas à ce que effectivement un adulte soit au courant et limite l'attende et attendait sa venue. Ouais, pour l'instant, elle veut pas en entendre parler. Putain, c'est quoi ce délire? M'en parlez pas, allez hop, je me casse. C'est pour ça qu'elle fuit à toutes enjambées la bibliothèque. On est juste avant les cours de gym et du coup, on prend la direction du vestiaire des filles. Alors, des filles random, bitch à mort sur Buffy et sur son prénom. C'est quoi ce prénom? Alors que la meuf, elle s'appelle Aphrodite, donc déjà calme-toi. Elle bitch sur le motif de renvoi de l'ancien lycée de Buffy, sauf que karma is a bitch, puisqu'une des deux copines, en ouvrant son casier, voit un cadavre lui tomber dessus et se met à hurler façon Scream ou Halloween, comme vous voulez. Et le cadavre, c'est celui d'un mec qu'on a vu dans la scène pré-générique, vous savez, celui dont on a sucé le sang. Voilà. Donc j'ai baptisé cette scène « Je bitch à mort et je tombe sur un mort Oh. ». On quitte les vestiaires et on rejoint Buffy et Willow dans l'immense cour du lycée. Oui, d'ailleurs, cette immense cour de lycée, je crois que c'est un décor qu'on retrouve assez souvent dans les séries américaines. Je crois que 90-210 l'a utilisé aussi. Enfin, c'est un lycée qui est souvent utilisé pour faire des plans en extérieur.
Ils sont au lycée, on dirait un campus. Ouais. Un truc interminable comme ça. Ouais. Non, mais après, fun fact, pour les scènes en intérieur, ils avaient que le couloir. Donc, il n'y a pas d'autres décors. Donc c'est Ça un se autre, voit, ça se voit on un l'a peu, hein. beaucoup arpenté. On passe beaucoup de temps dans ce couloir. Et donc, du coup, on retrouve Buffy qui va se présenter officiellement à Willow pour laver un peu le moment un peu gênant qu'il y a eu à la fontaine avec Cordelia. Elle vient la voir et lui dit qu'elle veut être son amie pour qu'elle l'aide dans ses cours, ce que je trouve un peu vexant. Enfin, en gros, elle vient lui dire salut, t'es bonne en cours, donc tu sais quoi, je vais plutôt traîner avec toi. Mais Willow, ça a pas l'air de lui faire de la peine parce que c'est sa seule valeur sociale, j'ai l'impression, ses notes en maths, la pauvre. Et ils sont rejoints par Alex et Jessie. Alex qui vient lui rendre son pieu. Non, mais vraiment. Pardon, mais c'est terrible comme interaction. Il a gardé le pieu toute la journée avec lui et il vient lui rendre son pieu. Enfin bref. Et Buffy dit que c'est du self-défense. Il n'y a rien qui va. Oh mon dieu. Il l'a gardé dans son Eastpak. Il est là, il est temps, mais en plein jour. Enfin bref. C'est terrible cette scène. Et ils sont interrompus par Cordelia qui leur annonce donc la découverte d'un corps. Et tout de suite, il y a un truc qui fait tilt dans la tête de Buffy. Et elle se dit, oh là là, à tous les coups, c'est un vampire, puisque ça ne me lâche jamais. Juste, je vais essayer de reprendre mes esprits. J'aime beaucoup cette scène. D'abord Claire, tiens, d'abord. Après, je dirai pourquoi j'aime cette scène. Quand Buffy se présente à Willow et tout, au début, enfin, genre, c'est pas que je suis contente, mais j'aime bien. Mais d'entrée, ça m'a choqué qu'elle lui dise je dois te demander un service. Ouais. Genre, je veux être ton amie parce que j'ai besoin de toi. Ça fait genre, je suis intéressée juste parce que t'as l'air sympa. C'est parce que t'es bonne élève et que, comme j'ai pas envie d'être à la ramasse cette année, je veux qu'on soit amis juste par intérêt. Et je trouve ça hyper bizarre comment c'est amené en fait. Mais effectivement, comme Colline a dit, Willow, elle est ravie. Au contraire, ça la choque même pas qu'on vienne la voir juste pour ça. C'est vrai que du coup, ça introduit bien la franchise de Buffy et le côté un peu naïf de Willow qui voit le mal nulle part en fait. Mais ça va être leur dynamique finalement d'amitié et ça va s'équilibrer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comment on apprend à connaître Willow parce qu'on sent qu'elle est bonne patte, qu'elle est adorable et qu'elle a envie d'aider. Ça lui donne de la confiance de se sentir utile pour autrui et ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Salut, Willow, c'est ça? Pourquoi? Je veux dire salut. Vous voulez que je m'en aille? On va reprendre au début. Salut, je suis Buffy et j'irai pas par 4 chemins, j'ai un service à te demander. J'ai aucune envie que tu partes, mais plutôt qu'on devienne copines, toi et moi. Mais je croyais que tu étais déjà copine avec Cordelia. J'ai pas le droit d'avoir 2 copines? Ici, c'est rare. Écoute, il faut que je réussisse à m'intégrer. Tout est nouveau et Cordelia est vraiment gentille avec moi. C'est vrai, mais j'ai pas envie de me retrouver à la traîne et de rater mon année. Et tu serais la plus qualifiée pour me donner des conseils, à ce qu'il paraît. Oh, je serais ravie de t'aider, bien entendu. Si tu as le temps après les cours, on peut se retrouver à la bibliothèque. Ou ailleurs. Dans un endroit plus tranquille. Moi, j'aime pas cet endroit, il me tape sur les nerfs. Oh, je sais, tu n'es pas la seule dans ce cas. J'adore y aller, moi. On y trouve ce qu'on veut. Et le nouveau bibliothécaire est super cool. Pour rappel, Willow, c'est la comédienne Alyson Hannigan qu'on a pu voir également dans la sitcom How I Met Your Mother. Elle jouait le rôle de Lily ou de Lilypad pour les fans. D'ailleurs, on va suivre Buffy qui fonce droit dans les vestiaires parce qu'elle a besoin d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce cadavre retrouvé ? Et on voit Buffy qui force la porte et on se rend compte que... Parce que jusqu'ici, ok, elle chasse les vampires, mais on savait pas trop. Et en fait, elle force la porte et genre, la porte se... Bon, c'est pas des portes très solides, c'est des portes un peu en carton. Mais elle se casse carrément, donc on comprend qu'elle a une force... Surhumaine que pas... personne n'a. Du coup, elle entre dans les vestiaires pour voir le cadavre. Alors, qu'est-ce que le cadavre fait encore là? Personne pour le surveiller, c'est open bar. Il a été recouvert d'une bâche. Mais... Ils ont mis une serviette de gymnastique, ils sont partis prendre la pause déj. C'est une grosse blague. Non, c'était vraiment une bâche noire, mais bon, ok, ils avaient fermé le vestiaire à clé, mais le cadavre, il reste là, genre, il n'y a pas déjà eu la police. Et je crois que la police de Sunnydale est un peu dépassée, globalement, dans toute la saison. Oui, mais ils ont jamais ça manque d'effectifs. Grand-chose, les pauvres... Et du coup, elle regarde le cadavre et elle voit les 2 morsures dans le cou et puis la couleur du cadavre grave. Qui est déjà qu'il est vidé de son sang et bon après ça doit faire 24 heures qu'il a, donc je sais pas dans la réalité si au bout de 24 heures à quoi on ressemble quand on est mort, mais il est pas beau à voir et du coup elle est dépitée de voir ça et elle fuit.
Elle s'en Il va y a encore. beaucoup de scènes où Buffy fuit, hein, mais bon, C'est elle vrai. fuit, ce sont Elle des fuites sort en avant. toujours des scènes très énervées. C'est ça. Moi, ça me fascine quand même ce truc-là. Il n'y a pas de légiste, il n'y a pas de flic, il n'y a rien. C'est full access. On laisse le cadavre prendre l'air, c'est très important. Grave. Quelle horreur, je te jure. On aura tout vu ici. Et là, elle se dit, bordel de merde, ça m'a suivi jusqu'ici. Elle est dégoûtée, Buffy. Donc, on retourne à la bibliothèque et là, Buffy confronte Giles en mode, je sais que vous êtes au courant pour le mort dans le vestiaire, il a été vidé de son sang, et les morsures et tout. Buffy est blasée pour son premier jour. Elle voulait surtout juste être une fille normale, voilà, avoir du retard à rattraper, pas devoir gérer un meurtre d'un vampire. Bref, Giles demande si le mec tué deviendra un vampire, et là c'est intéressant pour nous, spectateurs, parce qu'on nous pose les bases de comment on devient un vampire dans cette série. Donc un vampire doit mordre sa victime jusqu'à un certain point, mais la victime doit boire le sang du vampire pour que la transformation ait lieu. Sinon, juste il est mort et basta. Tant qu'il ne boit pas le sang du vampire, il n'y a pas de transformation en fait. C'est ça. C'est ce que Buffy appelle un cercle vicieux, mais en général, elle explique que la majorité des vampires, juste, ils tuent quoi. Il s'arrête là. Elle en a ras-le-bol que tout le monde soit sur son dos sur la première journée, mais Giles insiste, tuer l'exécutrice, il va falloir embrasser ce rôle. Et surtout, on pose les bases de ce qui va couvrir au moins cette première saison, c'est que la ville de Sunnydale, en fait, est une espèce d'épicentre de plein de phénomènes étrangers. Il n'y a pas que les vampires, on apprend qu'il y aura des démons, des fantômes, des loups-garous. Est-ce que tout de suite on arrive à se représenter toute la mythologie du truc rien qu'avec ces annonces de Giles? Non, pas du tout, c'est ça qui est marrant, parce qu'on parle d'une petite ville de Sunnydale avec... il y a clairement un centre commercial. D'ailleurs, Alex le dit à un moment, c'est une ville où il y a un seul Starbucks, pour dire qu'il y a vraiment très peu de monde et que c'est une toute petite ville. Et c'est assez marrant du coup de coller cette image de petite ville américaine de banlieue avec en fait la porte des enfers globalement. Et c'est ça qui est marrant. Pendant toute la série, ça jouera avec ça d'ailleurs. Et ce que j'adore aussi dans cette scène, c'est pour prolonger, Buffy qui dit « Mais j'en ai rien à faire de tout ça, moi j'ai pris ma retraite, tuez-les vous-même, démerdez-vous ». J'ai beaucoup aimé. Ça change de ce fameux précepte de « Je vais t'apprendre ce qu'est ton destin », parce qu'elle le connaît déjà en fait. Ce sera d'ailleurs un thème récurrent dans toute la série, ce côté, comment une adolescente de 16 ans doit accepter sa destinée et le fait de risquer sa vie constamment, alors elle veut juste traîner avec ses potes comme une ado en fait. Et ce sera un thème qui sera beaucoup beaucoup abordé et qui sera hyper touchant, je trouve, à la longue. Et elle vit une adolescence violente, puissance 7, comme le nombre des saisons, quoi. C'est terrible. Un truc de ouf. Sauf que pendant qu'il y a cette scène d'engueulade entre Giles et Buffy, Alex était dans la bibliothèque où d'habitude il n'y a personne, je vous rappelle. Mais lui, il a tout entendu et il est halluciné. Scène suivante, Giles poursuit Buffy. Pour Giles, il va se passer un bouleversement assez mystique, mais pour Buffy, pas du tout. On est dans une petite ville, il va rien se passer ici, foutez-moi la paix. Malheureusement, Giles est dans le vrai et on le voit direct dans la scène suivante. Celui qui est plongé dans le sommeil se réveillera. Celui qui est plongé dans le sommeil se réveillera. Il se réveillera et le sang recouvrira l'univers. Amen. Oui, alors là, on change complètement d'ambiance. De la librairie du lycée, on passe à la crypte souterraine avec plein de bougies et du sang. Il y a plein de méchants vampires. On n'a pas parlé d'ailleurs de l'esthétique des vampires qu'on a découvert avec Darla dans la scène avant le générique. Mais les vampires, du coup, quand ils sont méchants, ils se ressemblent à des espèces de... Comment décrire ça? Genre vraiment comme une méchante chauve-souris toute moche, avec des sourcils très très froncés. Et la peau extrêmement pliée. Et des espèces de grosses rides, des espèces d'énormes rides toutes... Mais je trouve que le maquillage, pour le coup, a quand même bien vieilli, ça marche. Puis il y a une vraie patte. Je trouve que la transformation, je trouve que ça a bien... Complètement. Ça a bien vieilli pour le... Je crois qu'il fallait 1h30 ou un truc comme ça pour poser le maquillage, ça avait l'air vraiment bien relou. Et des prothèses et tout ça. Et du coup, on trouve, dans cette crypte, ils sont tous tout méchants, tout moches, et ils parlent de réveiller l'endormi. On comprend que c'est un espèce de méchant ultime qui devrait mettre le monde à feu et à sang. Ouais, le Big Boss. Le Big Boss, qui sera sûrement le Big Boss de la saison, sans doute. Exactement. La suite, je l'ai baptisée « Ce soir, je serai la plus belle pour aller au bronze ». Au bronze. Alors, Buffy se prépare pour sortir au seul club de Sunnydale, le bronze.
Alors c'est vraiment the place to be, ça le sera pendant toute la saison également, donc ça sera comme la librairie, un des endroits récurrents où se retrouvent nos héros. Pour l'instant, elle se prépare chez elle, on sent qu'elle sait pas comment s'habiller, qu'elle est pas dans son élément, et elle va avoir une petite discussion à cœur ouvert avec sa mère, qui elle aussi vit pas très bien le déménagement, mais est toute enthousiaste et pleine d'ondes positives pour ce nouveau départ. On sent que Buffy, elle, est un peu plus réservée, vu que maintenant elle sait que ça l'a suivie jusqu'ici et qu'elle va devoir continuer sans doute à se battre contre des vampires. Ouais, pour Buffy, c'est le début des emmerdes, alors que la maman est plus optimiste, hein, définitivement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'on sent beaucoup d'amour entre la mère et la fille. Oui, ça marche tout de suite. Il y a quelque chose du non-verbal où tu sens qu'elles savent pas trop comment se le dire. Oui, et puis le casting est super, elle a vraiment des vibes de maman, quoi. Catherine Sutherland, je trouve que vraiment tu la vois, c'est une maman. Catherine Sutherland, tu as raison de citer son nom, elle est fabuleuse. Ouais, ça marche bien les scènes quand elles sont toutes les deux. C'est pas facile pour Joyce non plus, parce qu'elle a dû, elle aussi, malheureusement, tout abandonner, mais qu'elle soutient quand même sa fille, même si elle sait pas trop du coup pourquoi Buffy se comporte comme ça, et elle lui dit de faire attention. Et alors moi, ça m'a toujours un peu choquée quand même, mine de rien, c'est que ils ont 16 ans et ils sortent tard le soir pour aller dans un club. Alors ok, c'est un club où il y a de la musique, où a priori ils boivent des boissons chaudes. Mais ça reste quand même sortir tard le soir tout seul dans la nuit pour aller dans un club. C'est vrai. Moi je trouve en semaine. En plus, c'est même pas le week-end, en semaine. Genre il y a le cours le lendemain, là qu'est-ce que tu vas foutre dehors, je comprends pas. Mais oui, c'est vrai que ça aussi c'est pas mal. Chapitre suivant. Rencontre avec le bel inconnu casse-pied. Et donc on voit Buffy qui marche seule, on voit, donc c'est un quartier résidentiel et c'est très très calme, il y a pas un chat dehors. Elle est quand même sur ses gardes parce qu'elle a l'impression de se faire suivre, du coup elle tend l'oreille et elle accélère et à un moment même elle court, elle se retrouve dans une ruelle, elle observe en haut, à gauche, à droite un petit peu son environnement pour savoir ce qui pourrait lui servir ou pas. Et d'un coup, on voit plus Buffy dans la ruelle, mais il y a un jeune homme ténébreux plutôt beau gosse, habillé en chemise blanche et petite veste. Franchement, il a un peu la classe quand même. Mais bon, il fait un peu flipper parce qu'il suivait une jeune fille dans la nuit. De 16 ans. Hein. C'est ça, on sait pas qui c'est. Et d'un coup, donc la caméra se recule et en fait, on voit Buffy qui est en train de faire le poirier sur une barre et elle est immobile. Chaud comme position, franchement, donc on se rend compte quand même encore une fois qu'elle a des aptitudes. En fait, petit à petit, on nous montre un petit peu que c'est pas déjà une fille normale, hein. Et donc elle attend qu'il passe derrière, enfin, pour elle, qu'il arrive derrière pour qu'elle puisse lui filer un coup de pied en... Je sais même pas comment on décrit, mais... En voltigé. Comme quand on fait quand on fait des barres parallèles et Exactement. tout ça. Là. En fait, c'est vraiment une figure de gymnaste. Les barres fixes sont réservées aux hommes habituellement, mais pour les femmes, c'est les barres asymétriques. Et donc, elle a une position en poirier et elle va finir par se laisser tomber et basculer pour foutre un coup de pied dans le dos du stalker. Du coup, le jeune homme se retrouve sur le dos et du coup je crois qu'il me semble qu'elle lui met le pied sur la poitrine et pour l'immobiliser, ouais. C'est ça, pour que Buffy elle montre un petit peu son ascendant. Je vais pas me laisser faire comme ça. Tu crois que t'es qui, toi? On sait c'est qui domine. Et là tout de suite il dit t'inquiète pas, je mords pas. Donc on se dit il connaît l'existence des vampires, mais il se présente pas, on connaît toujours pas son nom. Et Buffy, elle est sur ses gardes. Non, je le dis pas. Buffy, elle est sur ses gardes. Elle a vraiment une position défensive avec ses poings. Et une fois qu'il a dit qu'elle ne mord pas, elle le laisse se relever, mais elle reste vraiment sur la défensive quand même. Et là, Buffy, elle a un dialogue avec lui. Elle est très sarcastique. On voit qu'elle a beaucoup d'ironie. Et elle a beaucoup de répondants. Elle a une sacrée répartie. Et puis il y a une discussion en mode mais vous êtes qui, bordel, pourquoi vous me donnez toutes ces informations, parce qu'il lâche aussi quelques billes. Hein. C'est ça, et là il lui dit qu'en gros elle n'a pas le choix, que ce Sunnydale c'est la porte des enfers et qu'elles sont sur le point de s'ouvrir ces portes. Et que ce sera bientôt la récolte, on sait pas trop ce que c'est, la moisson. Et il parle de moisson. Alors là, c'est Hunger Games, ouais. On a basculé. Et du coup, il est hyper énigmatique, il en dit pas trop, il dit qu'en gros, qu'elle a qu'à le considérer comme un ami. Et là, il tend une boîte noire. Et là, lui, il s'en va, et Buffy, là, elle est perplexe quand même, et elle ouvre quand même la boîte qu'il lui a donnée, et elle voit une croix en argent autour d'une chaîne, autour aussi d'une chaîne en argent. C'est la croix qu'on a vue dans son rêve
qu'elle a fait au tout début de l'épisode. Même la crypte qu'on a vue tout à l'heure, c'est aussi ce qu'on avait vu dans son rêve. Et on comprend que ce qu'elle a rêvé, en fait, ça pourrait bien que ce soit prémonitoire. Ce personnage se la joue vraiment père Fouras dans cette scène et je ne vois pas pourquoi, parce que il n'y a aucun intérêt à ce qu'il soit aussi énigmatique. Mais bon, ok, pourquoi pas. Je pense que c'était pour faire genre c'est le beau gosse ténébreux, un peu bad boys de l'époque, quoi. Enfin, que c'était un peu les clichés des mecs de l'époque. Mais Buffy, là, en tout cas, moi, dans la scène, elle a pas du tout, pour l'instant, elle est pas du tout dans l'optique, oh là là... Qui est beau gosse celui-là, non, c'est vraiment, il est trop bizarre, il m'a suivi, il est très... elle a raison, il est flippant. Bah oui, il est chelou. En plus, il dit, je suis un ami, mais je t'ai pas dit que je serais ton ami, la blondie. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc l'ami de qui tu es, en fait. Ouais. Donc, en tout cas, la première rencontre entre les deux est bien orchestrée, je trouve. Que voulez-vous ? La même chose que vous. D'accord. Qu'est-ce que je veux ? Vous voulez les tuer ? Les tuer tous. C'est faux, je suis désolée, mais vous avez gagné 1 an d'abonnement à notre journal. Ce que je veux, c'est qu'on me fiche la paix. Croyez-vous que vous avez encore le choix ? Ici, vous êtes aux portes de l'enfer. Elles sont sur le point de s'ouvrir. Vous ne pouvez pas reculer. Tenez-vous prête ? Prête pour quoi ? Pour la moisson ? Allez, chapitre suivant, on va tous au bronze. Ah ouais, le bronze. Donc du coup, seul bar aux US qui laisse effectivement entrer des ados de 16 ans. Dans les premières saisons, du coup, effectivement, à l'écran, ils ne serviront pas d'alcool et ça changera au fur et à mesure qu'ils atteignent l'âge légal. Donc ça sera assez marrant de voir l'évolution du bronze au fur et à mesure de l'évolution de la série. Il y a toujours aussi des performances live avec des vrais groupes sur scène. C'est du rock des années 90, donc c'est un peu cheap, c'est un peu cheapos, honnêtement. Mais c'est rigolo comme tout, ça fait le charme aussi de la série de cette époque-là, donc c'est marrant. Et du coup, elle retrouve Willow, elles apprennent un peu à se connaître, elles parlent un peu de garçon, on comprend que Willow, pas grosse surprise, elle est pas hyper à l'aise avec la jante masculine. En même temps, je suis même pas sûre qu'elle ait atteint la puberté, elle fait si innocente. Donc forcément, quand elle dit qu'elle a un peu du mal à parler aux garçons, on comprend Willow, et on t'aime quand même. Je trouve qu'à chaque fois qu'elle est à l'écran, elle illumine la scène, je trouve, à chaque fois. Je valide totalement. Et ses vêtements aussi à Willow, on voit que par rapport à Buffy... oui, la meuf sort dans un club habillée avec un col Claudine, donc il y a effectivement même du quand boulot. Elle était au lycée, elle avait des collants blancs, alors que Buffy, ok, elle était en mini-jupe, je dis pas que Willow devait être en mini-jupe, mais elle avait des collants qui a priori faisait beau et fait pas froid. Donc une robe plus une chemise dessous plus les collants blancs, elle avait vraiment le look de petite fille et pas d'adolescente. En gros, petite fille de bonne famille surtout, où il n'y a pas un trait qui dépasse du coloriage, quoi. Et donc, ce que j'aime bien dans cette scène, tu as évoqué le groupe, ça va être repris dans beaucoup de séries qui vont suivre dans les années à venir, les années à suivre, pardon, notamment, je pense à The O.C. Newport Beach, on entend le groupe Sprug Monkey, et la chanson qui est jouée dans la boîte s'appelle Believe. T'as un truc à ajouter, Claire, là-dessus ? Ben moi, juste le bronze, on va sentir que c'est un endroit important et que la musique aussi, elle va avoir une place prépondérante dans la série. Moi, j'avoue que j'adore la BO de Buffy, je l'ai beaucoup écouté l'album et je l'ai toujours. C'est une des premières séries justement où la musique est très importante aussi, est vraiment très importante dans la série en fait. T'as évoqué, Colline, le Carpe Diem ? Ah oui, la philosophie de Buffy. Ah oui. Je pensais pas qu'en matant cette série, j'allais avoir un cours de philo. Donc après, oui, quand elle parle de garçon, Willow parle du fait qu'elle est complètement handicapée et qu'elle commence à bafouiller dès qu'un garçon qu'elle trouve mignon s'intéresse à elle. Et Buffy lui explique sa philosophie, effectivement, donc c'est Carpe Diem, aujourd'hui on dirait sans doute YOLO. L'idée c'est qu'on va sûrement mourir très vite et qu'il faudrait donc saisir le jour tant qu'on est encore vivant, ce qui résonne quand même vachement avec le fait, nous on sait que Buffy effectivement risque constamment sa vie, donc effectivement elle a pas le time et elle expose ça à la petite Willow qui trouve ça fabuleux et qui va peut-être essayer de l'appliquer plus vite que prévu. Yes, et pendant ce temps-là, Buffy repère Giles à l'étage. Une fois en haut, Buffy se demande qu'est-ce qu'il fout là, Giles, lui qui préférerait pourtant lire un bouquin dans son son lit, rien à voir avec le pieu dont on parlait tout à l'heure, vous me suivez ? Et là,
Petit quiproquo. Buffy est en mode bon, c'est bon, gardez vos sermons, j'ai déjà eu l'info de la part de votre ami sur la moisson, les portes de l'enfer, tout ça, j'ai compris. Comment ça, vous voyez pas de qui je parle? Mais si, votre copain là, brun, séduisant, mais chiant comme la pluie là. Bref, on retourne au rez-de-chaussée. Jessie, tentative numéro 40 avec Cordelia. Jessie demande à Cordelia, ça te dit d'aller danser? Cordelia dit, avec toi? Non. Allez les filles, on s'arrache. Il a du courage, Jesse, hein, parce que on sent que c'est la 40e porte qui se prend, et il est toujours aussi vaillant, courageux ou relou. À la fin, il accepte le nom et finalement il se dit il y a d'autres poissons dans l'océan, je vais aller pêcher. C'est vrai. Il lui a fallu 40 fois pour comprendre que non, c'est non. Retour avec Giles et Buffy à l'étage. Il y a un jeu qui s'installe entre les deux. Est-ce que tu sais tout sur tes pouvoirs, Buffy? Est-ce que tu connais tout à propos des vampires? Est-ce que tu peux reconnaître un vampire en peu de temps? Allez Buffy, là, on est dans une salle bondée, bruyante. Mettez sens en éveil. Et là, Buffy, elle dit ouais, taisez-vous, Giles, j'en vois un là. Regardez comment il est fringué, le mec, il est hyper démodé. Ça se voit que c'est un vampire. Et dans la foulée, on voit que ce vampire ringard fricote avec Willow. Giles se demande ce que fait Willow avec lui. Et Buffy dit bah... Elle vit le moment présent. Carpe diem, et oui, et trop drôle ce truc de il est trop mal fringué, donc c'est sûr qu'il vit sous terre. Franchement, c'est trop marrant. C'est vrai qu'il a une chemise hawaïenne sous une veste en cuir, c'est ridicule. Effectivement, c'est très ringue. Et il y a aussi ce truc hyper marrant où effectivement Giles est le seul adulte dans une boîte d'ados de 16 ans, et ça peut être hyper creepy, mais c'est désamorcé tout de suite. Enfin, Buffy fait une blague tout de suite dessus, donc il joue avec ça, c'est marrant. Mais oui, faut le dire à nos auditrices, à nos auditeurs, elle est super drôle, Buffy, tout du long. Mais cette série est globalement hyper drôle, hein. Enfin, Mais moi, oui. il y a des blagues qui m'ont vraiment fait rire. Je trouve qu'ils se regardent, ils font des blagues sur eux-mêmes, ils font des blagues méta. C'est un humour qui est très adulte, qui, je pense, si on l'a regardé plus jeune, on n'a pas compris toutes les références et toutes les blagues, et qui vaut le coup de regarder aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment des trucs super drôles. Et mention spéciale à Claire Guyot, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est la voix française de Buffy, c'est la voix française d'Ariel, la petite sirène, c'est la voix française de Terry Hatcher dans Lois et Clark, et plus tard dans Desperate Housewives, et elle est vraiment géniale. Elle est super dans l'incarnation de Buffy. Donc un petit clin d'œil à cette comédienne et comédienne de doublage. Buffy en mode warrior activé. Buffy cherche Willow mais tombe sur Cordelia. D'ailleurs qu'elle n'était pas loin de buter avec son pieu de substitution parce qu'en fait elle a pété un pied d'une chaise et ça lui sert de pieu. Et Buffy retrouve à nouveau Giles en mode vénère. Adios la réputation de cool girl, hein, parce que là, elle a failli empaler Cordelia. Effectivement, Cordelia va se faire un malin plaisir de le répéter à tout le monde en disant qu'elle est folle alliée. Et en même temps, je la comprends un peu parce que vraiment, c'est pas passé loin, quoi. C'est clair on a frôlé la correctionnelle là. Et là, attention, ça drague sévère dans le bronze. Juste, Jessie s'est vite remis de son vent de Cordelia et s'est trouvé un nouveau, effectivement, poisson, comme tu disais, Claire, en la personne de Darla. La On jeune fille comprendra, blonde ouais, donc qui avait tué son mec dans le pré-générique. tout à fait. On prend la direction de la grotte des vampires, 2e épisode. Yes, retour dans ce petit coin cosy, ce petit nid de vampires avec toutes ces jolies bougies et cette petite mare de sang de laquelle émerge un vampire albinos qui est encore plus moche que les autres et qui est tout de cuir vêtu. Alors là, c'est vraiment incroyable. Il sort de la mare de sang habillé en cuir, Habillé. comment on dirait un clip dans une boîte de Berlin. Enfin, c'est magnifique. Il dit être tout faible. On voit qu'il peut pas sortir de la grotte, qu'il y a une espèce de champ de force qui l'empêche de sortir et qu'il a besoin de cette fameuse moisson pour retrouver sa force. Donc là, on commence bien à se douter qu'ils vont moissonner des gens, hein. C'est quand même assez peu mystérieux qu'il a besoin de sang pour retrouver sa force et qu'il y a des innocents qui vont sans doute perdre la vie. On a besoin de pomper du sang. Dit comme ça, c'est encore plus dégueu. Mais oui. Et juste pour revenir à un truc sur la grotte, là, les effets spéciaux, si, on sait qu'il l'appelle le maître. Oui, c'est le maître. Parce que le vampire l'appelle le maître. Effectivement. Quand il sort, mais qu'est-ce que ça a mal vieilli, ça, par contre. Globalement, Mais ça tous les effets spéciaux ont très mal vieilli, hein. Ah ouais, ceux-là, ça, c'est pas beau, hein. Mais bon. Mais ça a son charme aussi, voilà, je trouve ça Mais mignon, oui, ça quoi. passe. Et puis on sent que ça a été fait avec 3 bouts de ficelle et qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est mignon aussi. Surtout que Buffy, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, ils pensaient pas que ça allait fonctionner. Ils avaient fait c'est une petite saison, c'était entre 2 séries, je crois. Pour ça qu'il y avait que 12 épisodes. Sauf qu'ils s'attendaient pas à ce que la série cartonne Complètement. autant. Cette première saison a vraiment été faite avec un tout petit budget et oui, ça se ressent parfois. Par exemple, le bronze, l'entrée du bronze, c'est l'entrée de l'entrepôt dans lequel ils filment en fait. À l'intérieur du bronze, il y a le fameux couloir qu'on voit tout le temps.
Oui, tout est fait avec assez peu de moyens, mais du coup, ça fait son charme aussi. Bon, là, on va essayer de sortir un peu en plein air, direction le cimetière. Donc Willow, elle est dehors, on voit qu'elle est avec le vampire. D'ailleurs, moi, le vampire, je vois pas à quel instant elle a pu croire que c'était un lycéen. Oui. Parce que ça se voit quand même qu'il Il est a 35 ans. Genre vraiment plus vieux. Voilà, c'est ça, par rapport à une adolescente naïve de 16 ans. Oh, c'est glauque. Et on voit que Willow, elle est pas très à l'aise. Voilà, elle est vraiment pas bien. Elle lui parle, mais le gars, il lui répond. Et a priori, il va aller manger une glace, ce que Willow dit. Et là, il lui dit, je connais un raccourci. Et il la tire par le bras et on voit que c'est le cimetière, le fameux raccourci. Alors qu'il fait nuit, je sais pas quelle heure il est, mais cimetière la nuit, voilà, pas top. Et là, on repart sur Buffy qui est à l'extérieur du bronze avec Alex qui arrive. Elle lui demande si jamais il a pas vu Willow. Et quand Buffy lui dit qu'elle est avec un garçon, il est hyper étonné. Mais Buffy, on voit qu'elle est super inquiète et agitée. Et Alex, il sort sur le ton de la blague, j'espère que c'est pas un vampire. Et Buffy, elle bug un peu parce qu'elle se dit, mais tout le monde est au courant en fait, dans cette ville, c'est quoi ce bordel quoi. Alex comprend que c'est pas une blague. Et du coup, on retourne au cimetière. Et là, Willow, on voit qu'elle a peur, le vampire, elle a des longs cheveux longs, Willow, là, dans la saison 1, vraiment longs, et le vampire lui dégage le cou, et il commence un petit peu, on dirait qu'il va aller la renifler un peu par là, et il l'entraîne de force dans je crois que c'est une crypte qu'on dit. Ou un caveau, quoi. Ou un caveau, voilà. Un grand caveau funéraire, en fait, familial, que seules les familles friquées peuvent payer, en fait. Et du coup, grand caveau, et il y a Darla qui débarque aussi. Willow, elle est acculée dans un coin. Et il y a Jesse qui débarque, il est tout hagard et il fait genre, ça c'était du baiser alors qu'il s'est fait mordre, quoi. Il y a un peu de sang qui coule dans son cou. Le gars, il voit pas une différence entre un baiser et se faire mordre au sang, mais bon. En VO, il dit, je crois que tu m'as fait un suçon. Et là, on voit que Darla, elle reprend son visage de vampire, quoi. Ça a un petit peu trop carpé le DM. C'est clair, mais jusqu'à l'os, quoi. Et j'aime beaucoup la scène un peu plus haut que tu décrivais, Claire, parce que j'adore le fait de prendre à revers l'idée que la super-héroïne doit cacher son identité de tueuse de vampire ici, puisque tout le monde le sait. Mais bordel, qui est pas au courant? Enfin, c'est génial. Tiens donc, c'est joli ici. Un peu nu, peut-être, mais un coup de peinture, des coussins par-ci par-là, et le tour est joué. Bon sang, qui êtes-vous? Donc, il y a bien dans cette ville quelqu'un qui ne le sait pas encore. Oh, quel soulagement. Non, mais je vous jure, garder son identité secrète ici, c'est un sacré boulot. Buffy, on se barre maintenant, d'accord? Pas encore. Pour commencer, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? On vit avec son époque, vous êtes d'un démodé. Alors, on peut utiliser la manière forte ou bien... En fait, je ne vois que la manière forte. Ça me va très bien. Vous êtes sûr? Non, parce que vous savez, ce ne sera pas joli. Il y aura de la violence, on risque de se dire des choses grossières. Ouais, donc là, du coup, ils sont en mauvaise posture. Effectivement, les deux vampires ont l'air d'être bien décidés à en faire leurs 4 heures de Jesse et de Willow. Et quand tout semble perdu, Buffy arrive pour sauver le monde. Donc là, elle débarque dans le caveau comme si c'était chez elle. Elle enchaîne les punchlines, elle est hyper à l'aise, elle se prend pas du tout au sérieux. Là, c'est vraiment la première scène qu'on verra de combat. Donc elle a un style de combat un peu art martial, avec beaucoup de jeux de jambes, des high kicks. Et puis aussi ce côté, je parle pendant toute la bataille et je fais des blagues. Et ça sera quelque chose qui fera tout le ton de la série. À regarder, c'est trop chouette. Ça fait sourire alors que la situation est censée être dramatique. Donc elle arrive à attraper un des deux vampires, le garçon, et à le tuer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on tue un vampire? Il disparaît. On lui plante un pieu dans le corps et il devient poussière. Tout ça sous les yeux ahuris de Alex, Willow et Jesse, qui arrivent à s'enfuir. À savoir que ce truc de transformer les vampires en poussière, c'était juste pour un souci de narration, parce qu'on n'avait pas envie de s'embêter à savoir ce qu'on faisait des corps, quoi. Et c'est assez malin finalement, parce que ouais, du coup, le truc disparaît et puis voilà. Personne ne voit rien, et voilà. C'est très bien trouvé et c'est génial. Et ce procédé-là que tu décris de quelqu'un qui se bat en faisant des punchlines, ça a été repris mais 1000 fois derrière. Mais tellement.
dans les séries. Ouais. Toutes les héroïnes, c'est vrai, un peu badass maintenant. Tu vois, Charlie et les drôles de dames, des choses comme ça. Enfin, Ouais. tous les films d'action avec des personnages féminins un petit peu marrantes, jeunes, tout ça. Enfin, là, il y a vraiment le blueprint. C'est trop, trop bien. Et quand on pense qu'elle a l'avantage et que elle a tué un des 2 vampires et qu'elle va se débarrasser de l'autre assez facilement, retournement de situation et un gros méchant vampire arrive. Exactement, et ce méchant vampire, c'est Luke. Luke et Buffy se battent. Luke reconnaît que oh, elle est balèze la gamine, hein, faut bien l'admettre, hein. Mais je suis plus fort que toi. Et là, dans ma tête, ça m'a popé. Alors désolé, ça va parler aux plus anciens, hein. Il y avait une pub quand j'étais petit qui passait à la télé et qui faisait Sega, donc c'était la marque de console de jeux vidéo. Sega, c'est plus fort que toi. Et quand il a sorti, ah ouais, you're strong. But I'm stronger. Là, j'ai vraiment pensé à ça, quoi. Ok, cette pub est revenue en tête, mais direct. Luke finit par balancer Buffy dans le cercueil en pierre au centre de ce grand caveau familial. Un squelette est dans le caveau, une espèce de jumpscare comme ça, qu'on nous envoie comme ça à la gueule. Silence de mort. Elle veut ressortir de ce cercueil de pierre, mais ce chacal de Luke bondit dans le cercueil et veut la mordre. Et là, stop! Fin de la première partie de ce pilote Oh sur mon ce Dieu. plan, sur cette gueule figée du méchant vampire Luke qui veut la mordre. Ça s'arrête là et il y a affiché à suivre, to be Allez. continued. Et ça s'arrête là. Va-t-elle s'en sortir? Si oui, comment? Oui, tant de suspense, on s'arrête là. Suspense. Une putain de première partie. Juste cette première partie d'ailleurs, mesdames, quelle note vous mettriez sur 5 étoiles? Juste pour nous donner un petit indicateur comme ça. 5 étoiles, voilà, vous pouvez mettre 2,5, 1,5, 2,5, vous mettez ce que vous voulez. 5 étoiles, quelle note vous donnez à cette première partie de pilote, Claire? Moi, je lui mets 4,5. Waouh, carrément. Parce que j'ai tout de suite, j'ai tout de suite accroché. Je trouvais qu'on s'attachait quand même assez vite au personnage. Et puis ce cliffhanger à la fin, on est obligé d'avoir envie de continuer et de savoir ce qui va se passer après. Bon bah 4,5, c'est bien noté. Colline? J'hésite entre 4 et 4,5. Je pense que je vais mettre 4 en attendant le prochain. Mais oui, effectivement, tu as raison, tous les enjeux sont développés. En vrai, moi, mon seul point négatif, j'ai vraiment eu un problème avec Alex. Je suis désolée, mais je le trouve vraiment pas sympathique et c'est un problème que j'aurai pendant un moment. Je trouve que le personnage évolue bien et à la fin ça va, mais c'est un gros poids. Il a vraiment beaucoup de scènes et il est vraiment beaucoup là. Et voilà, je trouve que les personnages en fait ont pas leur plein potentiel sympathie. C'est valable aussi pour Cordelia, c'est valable, voilà. Willow a pas beaucoup de scènes, Buffy a beaucoup de scènes et c'est normal, c'est l'héroïne, On mais pour l'installe. l'instant voilà, il me manque un peu le reste du cast. Je suis très comme toi, 4 étoiles. En fait, c'est un ressort d'écriture classique, c'est le boulet, quoi. C'est l'extension. En fait, c'est le yin et le yang, quoi. Et lui, c'est vraiment le pendant Le négatif charron. voilà, du boulet qui va pas m'être très utile sur un terrain, mais qui peut de temps en temps amener sa pierre à l'édifice. Mais vraiment, c'est rythmé, c'est drôle, c'est bien joué. Et pourtant, elles sont des jeunes comédiens, hein, et ils font le taf correctement Ouais. sur cette première partie. Moi, l'essentiel du game est rempli. Et en plus, vous voyez, avec cet épisode, on a su extirper pas mal de substances. Donc vraiment, c'est que c'est bien construit. Et on vous invite à y jeter un œil à cette première partie de pilote de Buffy. Et là, vous vous posez une C'était super. question. Oui, Colline? C'était génial. Je veux juste dire que c'était génial. Je passe un très bon moment. Ah bah oui, on valide complètement. Et vous croyez qu'on va s'arrêter là? Ben non, il y a 2 parties. Bon, on va traiter la deuxième. On va traiter la deuxième. Un pilote presque parfait n'est pas complètement fini, donc on revient jeudi prochain, le 17 mars, et vous entendrez notre regard sur la deuxième partie de Bienvenue à Sunnydale pour continuer de fêter justement le 25e anniversaire du lancement de Buffy contre les vampires. On arrête là. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi, Claire, d'être venue dans PPP. Merci pour On se l'invitation. retrouve la semaine prochaine, hein. Avec plaisir. Et je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton blog Les Chroniques de Claire, donc, dans lequel vous pouvez lire ses critiques ciné et lectures. Et un grand merci à toi, Colline. À jeudi prochain. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cet épisode de PPP et tous les anciens sur votre appli streaming préférée sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. Un grand merci à vous, amis, auditrices, auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque mois et ça nous fait hyper plaisir. Donc continuez à nous suivre et à nous soutenir sur Twitter @pilote parfait et sur Insta la saison des séries. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.